Bonjour à tous. Je suis particulièrement ravi de parler de ce en quoi finalement l'écologie a été extrêmement novatrice à travers la recherche participative, du fait qu'il y a malheureusement une confusion assez fréquente entre un militantisme qui caractérise, puisque l'écologie caractérise aussi un mouvement politique, et l'écologie scientifique. Ça nuit beaucoup, je pense, à l'écologie, et alors que l'écologie scientifique, je vais vous le démontrer, peut vraiment être un exemple. En fait, on a déjà avancé. En fait, voilà l'ordre normal. En fait, la collaboration entre des amateurs et des professionnels dans les sciences naturelles, elle date de 1860, du 19e siècle, avec les cabinets naturalistes, avec cette époque absolument extraordinaire qui a vu la découverte du grand panda par un prêtre voyageur. Beaucoup d'espèces ont ainsi été découvertes, et déjà à l'époque, les professionnels ont, vous le voyez, rédigé un document pour faciliter cette collaboration entre amateurs et professionnels. Ça s'est surtout développé, en fait, à partir de 1923 avec le bagage. Vous le savez, il y a des ornithologues à travers la France qui ont l'autorisation, qui s'est validée. Sinon, vous savez que la réglementation est extrêmement stricte. N'importe qui ne peut pas attraper un animal. Les espèces sont protégées. Et finalement, vous voyez qu'il y a un réseau de plus de 500 bagueurs, dont moins de 10% sont des professionnels. Et nos connaissances scientifiques actuelles sur le bagage sont liées à ce réseau d'amateurs. Mais évidemment, les grands enjeux de la biodiversité, avec l'objectif de déterminer chaque année l'état général de la biodiversité en France, France s'entend également outre-mer, pas seulement la France métropolitaine, la nécessité d'évaluer les effets des changements globaux, de l'impact du changement climatique sur la biodiversité, dont vous savez, la biodiversité a un rôle, non seulement à une importance qui n'est pas seulement patrimoniale, mais une importance à travers les services qu'elle rend. Et je prends souvent l'exemple de la tortue luth. La tortue luth, c'est le plus grand reptile marin actuel. Elle date de l'époque des derniers dinosaures, valeur patrimoniale, mais la tortue luth se nourrit exclusivement de méduses. Vous le savez bien, à travers les travaux de notre collègue Philippe Curie, pullulation des méduses signifie disparition des poissons. Donc on voit l'importance de la biodiversité à travers les services qu'elle nous rend. Alors, comment faire pour avoir un maillage extrêmement fin du territoire afin d'évaluer les effets locaux et globaux, leurs interactions? Finalement, il faut suivre un modèle, je pense. C'est ce que font notamment les naturalistes du Muséum d'histoire naturelle. Ce modèle, c'est les stations de Météo France. C'est un très très bon exemple de la densité du maillage nécessaire pour finalement ce que l'on va appeler ces observatoires de la biodiversité. Et comme vous allez le voir, depuis 2015, avec la création de Viginature, donc là je parle surtout des travaux de mes collègues du Muséum d'histoire naturelle, Denis Couvé, Romain Julliard, pilote cette approche. Comme vous le voyez, les observatoires sont nombreux. Ils impliquent à la fois des professionnels, dans des lycées agricoles par exemple, ou des gestionnaires de parcs naturels, mais aussi des scolaires, des naturalistes et des grands publics. Et je pense notamment, on a cette réflexion au niveau du comité d'environnement de l'Académie, il est extrêmement important que, du point de vue purement scientifique, les scolaires soient impliqués. Parce que finalement, quand vous le voyez dans les programmes scolaires, on décrit les espèces dans le primaire. Et on aborde finalement l'évolution que dans les classes terminales. Je crois qu'il y a un grand problème à ce niveau dans l'éducation, c'est qu'il faudrait commencer beaucoup plus tôt
l'apprentissage de cette notion de l'évolution, parce que la biodiversité, elle n'est pas figée, elle est dynamique. Et justement, c'est l'un des buts des sciences participatives de suivre cette dynamique. Alors ça se traduit aujourd'hui, évidemment, comme l'a si bien dit Pierre Corvol, ça se traduit facilement du fait qu'il y a les moyens modernes d'Internet. Alors j'ai pris l'Observatoire des saisons qui va permettre de déterminer, dans cette collaboration amateur-professionnelle, déterminer le changement dans les dates auxquelles vont se dérouler les différents événements biologiques liés, qui vont être finalement provoqués par le changement climatique. Des données, informations qui sont accessibles évidemment sur Internet. Alors vous allez dire, mais qu'a apporté cette collaboration, cette science participative entre amateurs et professionnels? Je vais vous en donner un ou deux exemples. Je crois qu'un des meilleurs exemples, c'est le suivi temporel des oiseaux communs, qui lui est mené depuis 1989 sur 10 000 sites, visités 2 fois par an, au printemps, c'est-à-dire à l'initiation de la reproduction des oiseaux, et au moment de la reproduction. Ça fait appel à 1 millier d'observateurs, et il y a plus de 10 millions d'oiseaux détectés. Vous voyez que vraiment, c'est une science qui est extrêmement active. Plus de 10 millions d'oiseaux qui ont été dénombrés depuis 20 ans. Le résultat, c'est par exemple cette évolution où on voit que toute espèce confondue, c'est-à-dire impliquant les espèces qui arrivent à bien, je vais dire, se débrouiller, si vous me permettez l'expression, en fonction de l'impact des actions humaines, les oiseaux agricoles, par contre, sont en très très forte diminution, et en général, tous les oiseaux qui sont spécialisés. Ces résultats des sciences participatives sont utilisés par l'Union européenne comme l'un des principaux indicateurs du développement durable. Alors, les enseignements maintenant purement scientifiques qui apparaissent, qui ont apparu comme par exemple dans Nature Climate Change, ces données, elles nous permettent de savoir quelle est la mobilité des espèces en réaction au changement climatique. Alors vous savez, c'est à la fois vers le nord, l'espèce qui remonte vers le nord, mais aussi en altitude. Les lézards remontent en altitude pour trouver un optimum, et bien sûr, ils arriveront à un moment à un niveau limite de leur possibilité de vie. Mais pour terminer cet exposé, je voudrais insister sur l'importance de la méthode. En effet, déjà abordé par Pierre Corvol, comment suivre un grand nombre de sites? Quel système d'observation? On ne va pas faire n'importe quoi, il faut, comme le font les sciences de l'univers, qui sont un très très bon modèle pour nous. Quels sont les moyens utilisés? Des images satellites éventuellement pour aider les travaux des observateurs de terrain. Les images satellites pouvant être utilisées pas seulement par les professionnels, mais aussi par les observateurs de terrain. Aujourd'hui, par Internet, c'est possible. Comment suivre un grand nombre? Comment intervient le monde naturaliste, le grand public, avec un appui éventuellement d'entreprises, de collectivités locales? Voilà toutes les questions posées. Et en fait, dans cette relation entre des observateurs bénévoles et des chercheurs, se pose évidemment la question de la puissance d'observation, de la validation des protocoles, de l'exploitation des observations, des méthodes analyse et synthèse au niveau des professionnels qui rassemblent toutes ces données des amateurs. Mais finalement, comme vous le voyez, ça pose une question clé qui est celle des professionnels impliqués dans les observatoires. Et figurez-vous qu'il y a un paradoxe, c'est que pour la biodiversité, jusqu'à présent, il n'y a pas de corps professionnel équivalent à celui qui fait l'excellence des sciences de l'univers, qui est celui du Conseil national des astronomes physiciens, qui existe depuis Louis XIV, et qui vraiment joue un rôle fondamental. Aujourd'hui, les chercheurs qui arrivent à conduire un certain nombre, mais qui arrivent à mener des observatoires à long terme, en collaboration ou non avec les sciences participatives,
ils ont les pires difficultés parce que le système ne prévoit pas ce fonctionnement d'observatoire. Et c'est grave aussi pour une question de santé, à travers, vous savez bien, par exemple, l'expansion du moustique tigre, par exemple. Et donc je crois que là, on rejoint d'ailleurs la principale recommandation du rapport que l'Académie des sciences vient de produire sur la biodiversité, qui est à la fois d'augmenter les sciences participatives, cette relation entre chercheurs et professionnels et amateurs, mais aussi faire en sorte qu'il y ait l'équivalent de ce qui fait encore une fois l'excellence des sciences de l'univers, c'est-à-dire qu'il y ait la possibilité de chercheurs qui soient vraiment des experts des observatoires, et ce sera évidemment un grand rôle pour les amateurs. Et je vous remercie pour votre attention. Je termine par une image qui me caractérise, qui me catalogue, mais je crois que c'est aussi la beauté de la biodiversité. Je vous remercie pour votre attention.